Le Canada vient de briser l'arme secrète de Washington. Pendant des décennies, l'Amérique a cru que le Canada était verrouillé, dépendant, forcé de suivre. Mais aujourd'hui, ce qui se déroule au Nord n'est pas une dispute commerciale. C'est une rupture qui peut frapper votre essence, vos prix, vos emplois, votre sécurité. Parce que cette guerre de tarifs n'a pas produit la soumission attendue. Elle a déclenché l'inverse, une réorganisation froide, méthodique. Dans le document, Washington commet une erreur fatale en traitant Ottawa presque comme une 51e État, convaincu qu'il n'existait aucune échappatoire. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Quand un allié se sent piégé, il ne reste pas immobile. Il cherche une sortie. Il active d'autres options. Et parfois, il transforme une simple pression économique en crise géopolitique. Et maintenant, la question n'est plus qui gagne ce conflit, mais jusqu'où cette fracture va s'étendre. Tout commence par une décision qui semblait simple. Imposer des tarifs, tester la loyauté, forcer un partenaire à plier. Officiellement, c'était une manœuvre économique. Mais en réalité, c'était un pari sur la dépendance canadienne, sur l'idée que le Canada a besoin des États-Unis. Le document explique que près de 80% des exportations canadiennes allaient vers le marché américain. Washington pensait donc tenir un levier total. Mais voici où l'histoire se complique. Ce type de pression n'est jamais isolé. C'est un signal. Un message envoyé non seulement au Canada, mais au monde entier. L'intégration peut être utilisée comme une arme. Et c'est là que le schéma apparaît. Quand une relation devient coercition, l'autre camp ne cherche plus à obéir. Il cherche à survivre autrement. Alors posez-vous la vraie question. Si un allié aussi proche que le Canada commence à se détourner, qu'est-ce que cela annonce pour le reste du continent? Et surtout, qu'est-ce que Washington n'a pas vu venir? Voici la vérité brutale. Cette stratégie américaine n'a pas créé de contrôle. Elle a créé une riposte systémique. Le document est clair. Au lieu de capituler, le Canada a lancé ce qui est décrit comme une « banker's revenge », une revanche froide, non idéologique, orchestrée par Mark Carney, ancien banquier central, expert des rouages financiers mondiaux. L'analyse affirme qu'au début de 2026, le coût de cette guerre commerciale avait déjà atteint 30 milliards de dollars, avec une hausse de 1,9% des prix des biens industriels. Cela signifie que la douleur n'a pas été absorbée par Ottawa. Elle a été transférée directement aux consommateurs américains. Mais voici le détail qui change tout. Washington a cru que la dépendance canadienne était une faiblesse permanente. Or, le document insiste sur un seuil critique, celui où un partenaire acculé n'a plus le choix que de se diversifier. Notissez ce qu'ils n'ont pas anticipé. Un allié n'est pas un vassal. Et quand la confiance se brise, le conflit devient autre chose. Et maintenant, la situation ne fait que s'intensifier. Et c'est ici que l'histoire bascule dans quelque chose de plus dangereux, l'infrastructure elle-même. Le document révèle une vulnérabilité physique, presque invisible. Les États-Unis produisent énormément de pétrole, oui, mais leurs raffineries du Midwest et des Rocheuses ont été construites pour traiter un pétrole lourd et acide, principalement importé du Canada. Environ 4 millions de barils par jour. 70% du carburant de toute une région dépend de ce flux. Maintenant, watch how fast this escalates. Quand des tarifs frappent cette énergie, ce n'est pas un simple jeu de chiffres. Le document décrit une montée immédiate. L'essence dans le Midwest grimpe de 30 à 70 cents par gallon. Ce n'est pas une question de choix politique. C'est une contrainte chimique et industrielle. On ne remplace pas ce pétrole par un autre du jour au lendemain. C'est la normalisation de l'impensable. Un pays énergétiquement indépendant qui découvre qu'il ne peut pas faire tourner ses propres raffineries sans son voisin. Et si le Canada décidait de serrer davantage la vis, que se passerait-il ensuite? Voici le deuxième choc, plus profond encore. Le Canada n'est plus coincé. En mai 2024, le projet Trans Mountain Expansion devient opérationnel, reliant l'Alberta à la côte Pacifique. Avant cela, les États-Unis étaient presque l'unique client viable du pétrole lourd canadien. Mais cette époque est terminée. Le document souligne qu'en 2025, la Chine commence à acheter des volumes records de pétrole canadien. Pourquoi? Parce que les raffineries chinoises, comme celles du Midwest américain, sont parfaitement adaptées à ce brut lourd. Et voici la contradiction qui change tout. Washington impose des tarifs pour affaiblir Ottawa, mais Ottawa redirige simplement ses flux vers Pékin.
Au lieu de renforcer la position américaine, cette stratégie a forcé les États-Unis à concurrencer leur rival géopolitique pour une ressource qu'ils considéraient acquise. Le résultat est glaçant. La douleur économique se concentre sur les consommateurs américains, tandis que la Chine renforce sa sécurité énergétique. Et à partir de ce moment, ce n'est plus seulement une guerre commerciale. C'est un réalignement mondial en direct. Et maintenant, la pression s'accumule, rapidement, sans contrôle. Le document décrit une chaîne industrielle où une seule pièce automobile traverse la frontière États-Unis-Canada jusqu'à 7 fois avant l'assemblage final. Sous l'USMCA, tout cela était fluide. Mais avec les tarifs, chaque passage devient une taxe répétée. Le coût n'est plus linéaire, il explose. On voit déjà les conséquences. Arrêt de production à l'usine Stellantis de Windsor, perturbations chez General Motors sur la ligne Bright Drop. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Ce système n'était pas conçu pour supporter la friction. Quand vous réintroduisez des barrières, vous ne protégez pas l'industrie, vous l'étouffez. Le prix moyen d'un véhicule neuf grimpe à près de 48 700 $ en avril 2025, avec des projections allant jusqu'à 15 000 $ supplémentaires sur certains modèles. Tout s'accélère, tout se tend, et la question devient inévitable. Que se passe-t-il si cela continue? Et c'est ici que tout cela devient réel pour vous, parce que ce conflit ne reste pas dans les salles de négociation, il descend dans la vie quotidienne. Quand les prix industriels montent de 1,9 %, ce n'est pas un chiffre abstrait. Cela signifie des appareils plus chers, des machines plus coûteuses, des chaînes logistiques sous tension. Le document affirme que les fabricants n'ont pas absorbé les tarifs. Ils ont transféré 60 % à 80 % des coûts directement aux consommateurs. Et soudain, ce n'est plus le Canada contre Washington. C'est vous face à une hausse du coût de la vie. Dans les petites villes frontalières, le trafic transfrontalier chute de 20 % à 27 % en 2025. Le tourisme canadien disparaît. Des commerces perdent jusqu'à 25 % de leurs ventes. Ce sont des emplois, des revenus, des communautés entières. Et voici le détail qui dérange. Cette guerre était censée protéger ces régions, mais elle les frappe en premier. Si cela vous semble familier, dites-le dans les commentaires, parce que ce que nous voyons n'est que le début. Et maintenant, dépassons l'émotion. Regardons le mécanisme. Ce qui permet à tout cela d'arriver, ce n'est pas seulement une décision politique. C'est un système d'incitation, de peur et de spectacle. Le document décrit la transition du Canada, passant de la compliance à l'offense. Une fois que la dépendance est utilisée comme arme, elle cesse d'être une garantie. Elle devient une vulnérabilité à éliminer. C'est là que Mark Carney entre comme figure centrale, technocrate, ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre. Le texte le décrit comme froid et méthodique. Cela signifie que la riposte n'est pas émotionnelle, elle est structurelle, diversifier, dérisquer, construire des sorties permanentes. Et voici l'insight inquiétant. Dans un monde interconnecté, la coercition brise plus que des échanges. Elle brise la confiance. Et la confiance est la vraie monnaie des alliances. Une fois perdue, les fissures deviennent des fractures. Et maintenant, l'avenir se joue dans ce qui vient ensuite. Alors, où cela mène-t-il? Le document trace 2 trajectoires possibles et aucune n'est rassurante. Première voie, une désescalade, une tentative de réparation avant l'échéance critique de juillet 2026 lorsque l'USMCA doit être révisé. Sans accord, le traité entre dans une zone de renouvellement annuel pouvant mener à une fin en 2036. Cela signifie que l'intégration nord-américaine pourrait se défaire morceau par morceau, lentement, mais irréversiblement. Deuxième voie, la rupture s'accélère. Le Canada poursuit sa diversification vers l'Asie et l'Europe. Carney déclare à Pékin que la Chine est devenue un partenaire commercial plus prévisible que les États-Unis. Et voilà le vertige. Un allié historique commence à parler comme un acteur non aligné. Le futur proche n'est pas écrit, mais le mouvement est déjà lancé. Et la question n'est plus « est-ce que cela va changer ?», mais quelle sera la prochaine pièce à tomber? Voici l'idée qui doit rester. Ce qui s'est passé ici n'est pas une simple guerre de tarifs. C'est une leçon sur le pouvoir. Quand vous utilisez l'interdépendance comme une arme, vous forcez l'autre camp à construire un monde sans vous.
Le document conclut que le dommage pourrait être permanent parce que le Canada a déjà prouvé sa capacité à marcher away, à traiter les États-Unis comme un partenaire désormais peu fiable. Ce n'est pas seulement une fracture économique, c'est une fracture stratégique du continent. Et peut-être que la vraie question n'est pas ce que le Canada fera ensuite, mais ce que l'Amérique fera quand elle réalisera que son voisin le plus proche n'est plus verrouillé. Si vous voulez continuer à suivre ces réalignements silencieux, abonnez-vous, parce que la prochaine étape pourrait être encore plus surprenante.